messieurs, bienvenue. Vous regardez i24 News. Merci à vous d'avoir choisi notre chaîne. C'est l'heure de votre rendez-vous avec le sport. Voici en bref les titres que nous allons développer aujourd'hui. Du football avec les quarts de finale, retour de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain se déplace sur le terrain de Chelsea alors que Dortmund reçoit le Real Madrid. Il n'en restera que 2 à l'issue de ces rencontres. Des buts à l'appel, des retournées, des coups francs. Amoureux du football, restez avec nous. Notre top 5. Les plus beaux buts, c'est pour vous et c'est dans cette émission. Ian Thorpe, le nageur australien quintuple médaillé d'or aux Jeux Olympiques, pourrait perdre l'usage de son bras à gauche. On vous en dit plus également dans cette émission. Enfin, l'inauguration du stade Porto Alegre, des images de fête et de jeux au Brésil, ça donne envie à 2 mois de la Coupe du Monde. Et je propose d'ouvrir cette édition par du football. Paris aura-t-il assez de force, de discipline et de talent pour affronter Chelsea, un Chelsea forcément revanchard, mais dont la jeunesse d'ensemble n'est peut-être pas encore prête pour les gros combats physiques. Du côté des Blues, le technicien portugais José Mourinho est en colère. On l'a vu après le match au Parc des Princes. Il attend une grosse réaction d'orgueil de ses joueurs. Cet affrontement retour va finalement déterminer laquelle des 2 équipes sera dans le carré VIP de cette compétition majeure pour Paris. Les propriétaires qataris rêvent de dominer l'Europe et ils l'ont dit ouvertement. Eh bien, ce genre de match face à ce bel adversaire va permettre de conforter en cas de victoire la domination parisienne sur le football européen, surtout si celle-ci est privée de son meilleur joueur, Ibra. Un match sous haute tension et de la plus haute importance à ne rater sous aucun prétexte. En direct de Stamford Bridge, on écoute tout de suite les entraîneurs avant la rencontre. Je pense qu'on n'est pas là, on n'est pas venu ici à Chelsea pour subir le match. Voilà. Est-ce qu'on le subira? J'en sais rien, mais on n'est pas venu, en tout cas notre état d'esprit, notre motivation, c'est de ne pas subir le match et d'imposer notre jeu, même à l'extérieur. Ça, c'est le lot des grandes équipes. Après, bien sûr que Chelsea n'est pas d'accord avec nous, et demain, il y aura vraiment une grosse intensité pour avoir le ballon. Eto'o didn't play the first game, and I'm not sure he plays the second game. Ramirez is suspended. Samuel Eto'o n'a pas joué le match aller. Je ne suis pas sûr qu'il puisse jouer le retour. Ramirez est suspendu. Matic et Salah ne sont pas autorisés à jouer la Ligue des Champions. Et nous ne pleurons pas. Je ne pense pas que l'absence d'un grand joueur comme Zlatan Ibrahimovic soit un problème pour un club multimillionnaire qui achète énormément de joueurs. Ça va être musclé. Et puis un autre match pour vous, amateurs de football, une très belle affiche. Le Real Madrid, quasiment qualifié pour les demi-finales après sa large victoire à l'aller, 3-0. Eh bien, face à Dortmund, veut éviter le piège. Carlo Ancelotti veut marquer très vite pour mettre son équipe à l'abri. Les Madrilènes sont chargés à bloc et sont plus que motivés. Atteindre les demi-finales signifie conforter son statut de très grand club et sa place au plus haut niveau. Les Madrilènes ont eu une saison mitigée, mais l'Europe, ils savent bien la gérer. Mais attention, Lewandowski est la bête noire. Il sera aligné pour le match retour. Rappelez-vous, la saison dernière, en demi-finale, il avait marqué un quadruplé. L'entraîneur Jürgen Klopp est très lucide de son côté. Il espère au moins quitter la Ligue des Champions de façon honorable. Il ne croit pas au miracle. L'an dernier, Dortmund est sorti en finale. Cette année, il semble que ça sera l'écart. Mais comme vous le savez, en football, rien n'est jamais joué d'avance. Je vous propose d'écouter Carlo Ancelotti et Robert Lewandowski. Je crois que ça change la donne. Si on compare au match aller, c'est clair que ça change. Parce que c'est un attaquant de grande qualité, une référence très importante pour l'équipe. Donc, je pense que la présence de Lewandowski donne plus de potentiel à Dortmund. La présence de Lewandowski donne plus de potentiel à Borussia. Nous voulons encore nous donner à fond, jouer pendant 90 minutes, comme si c'était possible. Nous sommes les joueurs de Dortmund et nous sommes toujours dangereux. Alors, vous l'avez compris, surtout si vous avez 2 téléviseurs, réquisitionnez-les. Il va y avoir du spectacle ce soir. Football toujours, et c'est notre cadeau hebdomadaire. Des buts magnifiques, des reprises de volée, des coups francs en lucarne. C'est notre top 5. Regardez, direction la Grèce. Pour une rencontre entre le Panathinaikos et le Lava-Diékos, le Pana mène 1-0, mais se fait surprendre sur une grossière erreur de son gardien. Il tente de dégager, mais se rate complètement et envoie le ballon dans les pieds de Koné. Ce dernier ne se fait pas prier et place une frappe lobée en plein sang-froid. Plus de peur que de mal. Les Verts finissent quand même par s'imposer 3-1. Et notre numéro 4 part pour l'Allemagne. Braunschweig reçoit Hanovre 96 pour la 29e journée de Bundesliga alors que les Jaunes mènent déjà 1-0. Benjamin Kessel dégage en catastrophe. Ça se transforme en passe décisive pour Nielsen qui, après le rebond, frappe de demi-volée. C'est dans le petit filet opposé et c'est magnifique.
On s'envole pour le Mexique. Pumas reçoit l'équipe de Chiapas alors que l'on s'approche tranquillement de la fin du match et que Pumas mène 2-0. Réaction d'orgueil des joueurs en noir. Sur corner, le ballon est touché par un premier attaquant à la retombée. Aviles Hurtado s'élève dans le ciel et place un ciseau retourné à bout portant. Le gardien est complètement battu. En numéro 2, une fois n'est pas coutume, on joue un match de 4e division espagnole entre Arosa et Cultural Areas. Le milieu de terrain d'Arosa, Quique Cubas, se prend pour Maradona. Il part de son milieu de terrain, élimine 4 adversaires et s'en va défier le gardien. Il l'élimine d'une superbe feinte et conclut du plat du pied. Allez savoir, peut-être qu'on le retrouvera avec la sélection d'Espagne en Coupe du Monde. Il est éternel, il est italien, il a la classe et son nom c'est Alexandre Del Piero. Le joueur du FC Sydney nous prouve que même à 39 ans, il reste un joueur de génie. Il claque un doublé contre Wellington, dont ce magnifique coup franc en pleine lucarne. Allez, on regarde le ralenti, on ne s'en lasse pas et ça se passe de commentaires. Le football, c'est souvent du rêve, de l'émotion, du suspense et des belles performances, mais parfois le rêve tourne au cauchemar. Quand les tribunes s'effondrent ou quand les supporters se bousculent, il y a des victimes, stades qui sont finis à la hâte, normes de sécurité non respectées ou alors supporters incontrôlables. L'histoire du football a été marquée par ces sombres catastrophes et même au XXIe siècle, il y a eu des morts sur les terrains de foot. Le reportage de Lise Barenbaum. À 2 mois du coup d'envoi de la Coupe du Monde, le Brésil fait la grise mine. En moins d'1 an, 3 accidents ont coûté la vie à 7 ouvriers sur les chantiers des stades du Mondial à Brasilia, Manaus et Sao Paulo. Accidents de grue ou chutes mortelles, tous ces drames gèlent les financements et menacent l'organisation de la grande fête du football. Des tragédies qui poussent le gouvernement brésilien à se justifier. Il y a eu l'accident, mais de toute façon, il devait être livré plus tard que décembre. Il y a eu un retard concernant le transfert de fonds pour le stade de Curitiba. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ces stades seront livrés à temps. Malgré l'urgence de la situation, la FIFA essaie tant bien que mal de se montrer rassurante. Encore une fois, je pense que c'est une question de confiance et pour l'instant, nous n'avons pas de plan B. Et ce que la FIFA peut faire maintenant, c'est envoyer ou demander à Dieu ou Allah qu'il n'y ait plus d'accidents en lien avec la Coupe du Monde. Causées par les hooligans ou par une sécurité défaillante, les catastrophes ne sont pas nouvelles dans l'histoire du football. Le Royaume-Uni est malheureusement la terre d'élection de ces terribles accidents. 15 avril 1989, demi-finale de la Coupe d'Angleterre entre Liverpool et Nottingham Forest. 96 supporters des Reds meurent bousculés dans les tribunes vétustes du stade de Hillsborough. Un rapport dénonce aujourd'hui la responsabilité de la police. Une affaire qui a même entraîné les excuses du Premier ministre David Cameron et soulevé les commentaires de sportifs anglais. Je savais que c'était un mensonge quand ils ont dit que les fans de Liverpool avaient causé la catastrophe. Alors oui, s'ils veulent rouvrir une enquête pour dire qui est coupable, c'est bien. Mais le plus important pour moi, c'est que la vérité soit dite. Et maintenant, la vérité a été dite. Alors les fans de Liverpool sont exempts de tout reproche. Le 29 mai 1985, le stade du Heysel de Bruxelles est le théâtre d'une autre bousculade tragique. Avant la finale de la Coupe d'Europe entre Liverpool et la Juventus de Turin, des hooligans anglais envahissent une tribune de tifosi. Un muret s'effondre et 39 personnes perdent la vie. La France n'est pas épargnée avec le drame du stade de Furiani en 1992. La demi-finale de la Coupe de France entre Marseille et Bastia tourne au tragique. Une tribune provisoire s'affaisse, bilan 18 morts et 2300 blessés. En Europe, ces catastrophes ont eu des conséquences juridiques. Les équipements en plein air de plus de 3000 spectateurs sont désormais régis par une loi en France. Pareil pour l'Angleterre, où les supporters sont accueillis dans des enceintes modernes, ultra sécurisées, où toutes les places sont assises. Mais en 2012, les accidents de Port Saïd en Égypte ont franchi de nouvelles limites. Les fans de 2 équipes rivales déferlent sur le terrain après le coup de sifflet final. Armés de couteaux et de barres de fer, les supporters s'entretuent. La police est débordée ou inactive. On dénombre 79 morts et des milliers de blessés. Ce n'était qu'un match de foot. Pourquoi on en arrive là? Ils ont gagné, alors pourquoi ils ont fait ça? C'est seulement un match de foot. 50 personnes sont mortes. Pourquoi? En janvier 2013, la justice égyptienne condamne 21 personnes à la peine de mort pour avoir participé à ces violences. Une décision rejetée par des manifestants qui dénoncent les agissements de la police.
Ce n'est pas la première fois qu'on a ce genre de slogan, ce n'est pas ce qui a causé la mort de 77 personnes. C'est clairement une conspiration, la sécurité était faible et la police n'a rien fait. Il reste quelques semaines au Brésil pour sécuriser ces stades et assurer la quiétude des supporters et des footballeurs. Natation à présent, le nageur australien Ian Thorpe est hospitalisé en soins intensifs à Sydney à la suite d'une infection. Le quintuple champion olympique, âgé de 31 ans, aurait contracté cette infection à la suite d'une opération effectuée en Suisse. Il pourrait perdre l'usage du bras gauche. Je vous rappelle que Ian Thorpe avait déjà été hospitalisé pour une dépression en début d'année. Et aujourd'hui ont débuté les championnats de France de natation à Chartres avec la présence des têtes d'affiche Yannick Agnel, Camille Lacour, Jérémy Stravius et Florent Manodou. On souhaite bon courage à tous ces champions et une très belle compétition. Allez, on s'envole maintenant aux États-Unis pour du basket et pour une fois, eh bien, ça ne sera pas de la NBA. Les joueurs professionnels ont laissé leur place pour la finale de championnat universitaire américain, autrement appelé NCAA. Il s'agit d'un événement très apprécié et très suivi de l'autre côté de l'Atlantique. Le sport université brasse des millions de dollars chaque année et beaucoup de ces stars finissent dans les franchises de NBA après leurs études. Là encore, il y a eu un show extraordinaire. 80 000 spectateurs dont les anciens présidents venaient de les voir. Bill Clinton et George Bush qui se sont réunis au stade de football américain des Dallas Cowboys pour assister à la finale entre l'université du Connecticut et celle du Kentucky. Deux équipes complètement différentes. Le Kentucky avec des joueurs, voire très peu expérimentés face au Connecticut qui a l'habitude de ces grands événements. Pour rappel, le Connecticut a déjà remporté le NCAA à 4 reprises en 15 ans et l'expérience a parlé. L'université du Connecticut remporte cette finale 60-54. Comme souvent, le championnat universitaire permet aux franchises de NBA de faire des repérages pour les joueurs. Mais cette fois-ci, c'était du côté du banc de touche qu'il fallait regarder. L'ancien joueur de NBA, Kevin Ollie, entraîneur du Connecticut, est pressenti pour entraîner les Los Angeles Lakers alors qu'il n'a que 41 ans. Et puis, toujours du basket, on va prendre tout de suite des nouvelles de Tony Parker, le joueur tricolore des San Antonio Spurs, qui s'est blessé au dos lors de la victoire contre Memphis. Eh bien, il a subi une IRM et des examens approfondis. Il souffre d'une inflammation au dos et devrait rater les 2 prochaines rencontres de sa franchise. Il sera ensuite ménagé afin d'arriver frais et complètement récupéré pour les playoffs qui commencent dans moins de 2 semaines. Malgré tous les problèmes qui se posent au Brésil avant le début de la Coupe du Monde, eh bien, le pays hôte continue ses efforts jusqu'au début du tournoi. Les Brésiliens ont organisé un événement test au stade Beira, Rio de Porto Alegre. Il fait partie des 12 enceintes qui accueilleront les rencontres du mondial, feux d'artifice, concerts. Les grands moyens ont été déployés pour ce show de 3 heures, un spectacle qui a permis de retracer l'histoire du club de Porto Alegre en présence d'anciens joueurs. Je vous rappelle que Porto Alegre a remporté la Coupe du Monde des clubs 2006 contre Barcelone avec son équipe du Sport Club International. Après le spectacle, place au football avec un match amical. Porto Alegre contre Peñarol, une équipe uruguayenne. Et ce sont les Brésiliens qui se sont imposés 2-1 de bon augure avant le mondial. Et puis du basket encore avec le derby de Tel Aviv qui a été le théâtre de graves affrontements après le match Sofo. Un joueur du Maccabi Tel Aviv a sauté dans les gradins pour attraper un supporter de l'Hapoel Tel Aviv. Le fan aurait insulté le joueur alors qu'il rentrait dans les vestiaires. Ce n'est pas le premier éclat de conduite de Sofo qui a menacé un arbitre. Récemment, il s'est aussi battu avec d'autres joueurs en Israël et en Grèce. En tout cas, son équipe ne l'a pas vraiment condamné. Les responsables du Maccabi Tel Aviv déclarent que le fan a provoqué le joueur. Pour eux, les images montrent clairement que Sofo n'a blessé personne. Des images quand même d'une grande violence. Et puis de la bagarre encore, on part aux États-Unis où le hockey déchaîne des passions. Une énorme querelle a éclaté pendant un match de charité. Les policiers étaient opposés aux pompiers de New York. Ça se passe au Nassau Coliseum à Uniondale, dans l'État de New York. Les vidéos de l'incident montrent les joueurs se battre sur la glace pendant que les arbitres tentent de les séparer. C'est finalement l'équipe de la police de New York qui s'impose 8-5. Aucun joueur n'a souhaité commenter. Triste spectacle pour un match caritatif. Et on va tout de suite ouvrir une page sport automobile. Joey Logano a gagné la course de Commander 500 sur le circuit de Fort Worth au Texas sous une pluie battante. Les pilotes ont dû effectuer 10 tours d'essai avant le début officiel de la course. Ce climat a affecté l'état des pneus de plusieurs voitures. C'est la 4e victoire de Logano au Texas. Il a dominé 108 tours sur 340, une victoire nette et sans bavure.
Et direction Megève, à présent, c'est dans cette station UP qu'un moniteur de ski britannique vient d'être condamné à 4 mois de prison ferme. Simon Butler, 51 ans, donne des leçons de ski depuis 25 ans à Megève. Le problème, c'est qu'il n'a pas de qualification nécessaire. Aucun diplôme de l'école de ski française ne l'autorise à dispenser des cours. Il a déjà été condamné 5 fois depuis 2005 pour les mêmes faits, mais il refuse obstinément de se conformer à la loi française. Le procureur de la République a également requis des amendes pour 5 autres prévenus qui sont dans le même cas. Et on s'envole pour Vienne à présent pour une compétition de VTT. Les 8 cyclistes présents ont eu le temps de terminer leur figure juste avant que la pluie ne fasse son apparition. Et c'est le Canadien Brett Reeder, champion en titre, qui a ravi le public. Avec une prestation de maître, il empoche le premier prix devant le Polonais Simon Godziak. Dernière place du podium pour le Belge Thomas Gannon. Et bien voilà, c'est la fin de notre émission. Merci de votre fidélité sur i24 News. On se retrouve demain pour encore plus de sport. En attendant, vous pouvez nous revoir sur notre site internet i24news.tv. Notre site est disponible pour vous 24 heures sur 24. Restez avec nous, l'info continue.